Alors on va y aller. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux pour assister à ce débat qui s'annonce fort intéressant. Alors on a avec nous pour parler de la ventilation et réfléchir ensemble à une manière d'améliorer les choses. Pierre Deroubet, qui est, on peut le dire, monsieur ventilation de l'ADEME. On a Cédric Rosa, qui a un bureau d'études dans les Vosges et qui fait partie du collectif qui lance le label Caliventil. Et Fabrice Lamarre, responsable de la ventilation au sein du syndicat Uniclimat. Alors, clairement, si on fait un état des lieux rapide, quand on regarde les rapports, l'analyse des rapports faits sur les livraisons de maisons ou de logements collectifs, on se situe à des taux de non-conformité qui sont supérieurs à un logement sur deux. Alors voilà, là on est au démarrage de la vie du bâtiment. Au bout d'un an, on peut imaginer que les choses s'aggravent. La situation est quand même problématique. C'est pas nouveau, mais pourquoi aujourd'hui, monsieur Deroubet, les choses sont peut-être plus graves qu'hier? Écoutez, je voudrais tout d'abord rappeler que les environnements intérieurs, on y passe 80-90% de son temps et que globalement, la qualité de l'air intérieur dans les espaces clos, espaces fermés, elle est nettement moins bonne que l'air extérieur. En fait, tout simplement parce qu'on récupère, l'air n'a pas de frontières, on va avoir l'air extérieur auquel viennent s'ajouter tout un certain nombre de polluants spécifiques à l'air intérieur, aux activités humaines. Et c'est vrai que la problématique n'est pas très nouvelle, mais elle est quand même relativement récente, puisque l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a été créé en 2001, alors qu'on s'occupe de l'air extérieur depuis très longtemps, avec la loi sur l'air en 96, etc. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu une conjonction de deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une introduction massive de produits chimiques dans les logements, à travers des méthodes de construction de plus en plus complexes, à travers des produits d'entretien de plus en plus variés, des sprays, des bougies parfumées, des encens, etc. Et en même temps, il y a une mutation profonde dans le bâtiment, avec une recherche de performance énergétique, je dirais, avec le seul objectif d'économiser de l'énergie. Et donc, on a rendu de plus en plus étanches ces bâtiments au fur et à mesure des réglementations thermiques. Et c'est vrai que là où il y avait un renouvellement d'air qui se faisait à travers les défauts d'étanchéité, ben, aujourd'hui, RT 2012 a mis fin à tout ça. Et c'est vrai qu'on a des bâtiments de plus en plus étanches. Donc la ventilation n'est pas plus mal traitée aujourd'hui. C'est les chiffres que vous avez cités, effectivement, c'est le retour qu'on a des contrôles de règles de construction, hein, à travers les CEREMA. Et en fait, ce chiffre est stable. Mais c'est vrai que la conséquence, aujourd'hui, elle est beaucoup plus dramatique parce que les bâtiments sont étanches. Voilà, donc. D'accord, c'est clair. Mais alors, comment on peut, selon vous, améliorer les choses et faire en sorte qu'on soit dans des habitations où la ventilation fonctionne déjà à la livraison? C'est quand même ce qu'on peut demander Alors, à moi, minima. c'est vrai qu'on a mis beaucoup de moyens pour garantir une étanchéité à l'air, et on a réussi, De l'enveloppe. de l'enveloppe, hein, bien sûr. Et ben, maintenant, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les deux, et maintenant, il faut faire la même chose côté ventilation. Donc, je milite pour un contrôle à la réception des installations de ventilation systématiques qui peuvent être faits en même temps que l'étanchéité à l'air. Voilà, je pense qu'on n'y arrivera que comme ça, parce qu'en fait, la ventilation, le problème, c'est que la clé n'est pas détenue par un seul intervenant. C'est qu'on a plusieurs corps de métier qui interviennent. Il n'y a pas de ventiliste, donc c'est difficile d'aller motiver chacun. Bon, il y a une coordination qui se fait pas toujours très bien, une méconnaissance aussi. Puis après, je pense que la ventilation, il n'y a pas de l'eau ventilation souvent, mais bon, la ventilation n'est pas assez valorisée non plus. Elle coûte pas assez cher pratiquement non, c'est vrai, pour apporter un soin particulier à ce qui est le poumon du logement finalement. Et on peut pas imaginer la transition énergétique qui laisse de côté le confort des occupants. Et il faut vraiment en prendre conscience. D'accord, donc on imagine à la livraison de chaque maison une personne, celle qui vient vérifier l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, qui mesure les débits
de la ventilation. Ou alors, comme pour l'étanchéité à l'air, il y a une démarche qualité qui permettrait sur un échantillon réduit de voir que la démarche qualité atteint bien les objectifs en matière de débit et de dispositifs fonctionnels. D'accord. Et vous avez l'impression que des choses de cadre réglementaire va évoluer de ce côté-là? Exactement. Là, on a lancé un certain nombre d'études qui ont abouti. Il y a 2 études très structurantes, selon moi. Il y a Via Qualité, qui justement, à l'instar de ce qui a été fait sur l'étanchéité à l'air, donne tous les outils pour garantir une bonne ventilation in fine. Ça va jusqu'à à la sélection du site. Par exemple, si on a un site avec un sol pollué ou du radon, on va orienter vers un double flux, etc. Jusqu'au livret pour les occupants. Pour comment occuper son logement, parce qu'après c'est pas tout de livrer un bâtiment, un logement qui fonctionne correctement, mais après, comme vous l'avez signalé, 1 an après ou 2, ils vont mettre du coton dans les entrées d'air ou enlever le fusible de la ventilation, enfin bref. Donc l'occupant aussi, il faut le former et le sensibiliser à ces questions-là. Donc il y a Via Qualité. Et le deuxième, c'est Promévent, où là on a avec le CETIAT, avec le CEREMA, un certain nombre d'acteurs, des bureaux d'études également, à l'IR. On a mis à plat tout ce qui était mesure en fait. Pour bien maîtriser les incertitudes, quel matériel sur telle bouche, ça donne tel résultat, etc. Pour pouvoir avoir un protocole qui soit normatif en fait. Et donc ce protocole a été repris dans Effinergie plus c'est moi, là, le nouveau label Effinergie. Et je pense que ce protocole sera ensuite le protocole de référence pour un futur arrêté, une future réglementation. Ça, on en discute avec la DHUP. D'accord, donc mais il y a de bonnes chances que des nouveautés arrivent sur le cadre réglementaire. Voilà, là on peut pas continuer comme ça avec des bâtiments étanches. Donc c'est vrai qu'il y a des signaux forts, il y a des signaux très positifs, et donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens pour la santé de tous. D'accord. Ok. Bon Cédric Rosa, vous n'avez pas attendu que les choses évoluent réglementairement et vous avez décidé de lancer un label Caliventil. Voilà, c'est tout récent, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ouais. Et il y a Calipac. Voilà, on a des moyens de qualifier les personnes qui posent et la qualité des installations de chaufferie ou de pompe à chaleur, enfin voilà, de tous les équipements qui font le génie climatique. Il n'y avait rien sur la ventilation, vous avez décidé d'y remédier et vous lancez Caliventil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, Caliventil, alors nous, à l'inverse des systèmes qui existent de qualification d'une personne ou d'une entreprise, nous, le but, c'est de labelliser une installation complète. C'est-à-dire qu'on suit l'installation de l'étude, donc l'étude des débits, des calculs de perte de charge, enfin toutes les choses standards. On fait un suivi du chantier avec un test d'étanchéité à l'air du réseau obligatoire, mais pas en fin de chantier, parce qu'en fin de chantier, il est déjà trop tard s'il y a des problèmes, avant la fermeture des plafonds, pour pouvoir retravailler sur le système en cas de souci. Et à la fin du chantier, la mise en route de l'installation sera faite avec l'artisan qui a posé le réseau et l'installation, et un membre de Caliventil certifié qui, lui, va pouvoir vérifier aussi que, avec le nouveau DTU, on demande l'accompagnement des clients finaux. Donc du coup, poser quelques petites questions aux clients final pour savoir si l'artisan a bien fait entre guillemets son devoir de conseil, pour savoir comment fonctionne la machine, est-ce qu'il a de l'entretien à faire, comment ça se passe, enfin toutes les petites choses de base quoi en fait. Et concrètement, Caliventil s'en est où aujourd'hui? Alors Caliventil, on est lancé, l'association est lancée officiellement, donc si vous voulez adhérer, il n'y a pas de problème. Et on est en train de finaliser les coûts pour la labellisation, pour que justement on ait le juste prix, entre guillemets, pour l'installation. Que ça ne coûte pas trop cher à l'installateur, mais que le client participe quand même un petit peu, que toute la charge ne soit pas uniquement sur l'installateur. D'accord, alors là vous êtes dans les Vosges, voilà, l'idée c'est un rayonnement régional dans un premier temps et peut-être voir les choses. On va commencer par le Grand Est, vu que moi je suis dans les Vosges, la majorité de mes collègues fondateurs sont en Alsace. Donc pour l'instant on aimerait bien développer ça dans les Vosges, enfin dans le Grand Est, et après devenir pourquoi pas un label national avec l'appui pourquoi pas de l'ADEME ou
de choses qui sont dans la même mouvance que nous et qui ont fait le constat que rien n'évoluait. Tout le monde en parlait, mais personne ne réagissait. Et donc du coup, alors si nous on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire voilà, on veut avoir des installations de qualité. Donc on ne labellisera pas uniquement de la double flux, parce que nous c'est notre métier de base, mais des installations de ventilation performantes. D'accord, ok. Donc ça s'adresse à tous les systèmes de ventilation. Tous les systèmes, que ce soit en neuf et pourquoi pas en rénovation aussi, dans des rénovations assez lourdes, où encore aujourd'hui on fait des bâtiments très étanches, très performants et on pose encore de la simple flux, même si j'ai rien contre. Voilà, si elle est faite dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème, ce qui est rarement le cas. Mais quand on arrive à des niveaux de performance BBC, voire au-dessus du BBC, on se dit que l'impact d'une double flux sur la globalité de la maison a des conséquences autres que sur le lot ventilation. Ça joue sur le chauffage, ça joue sur le confort, la qualité de l'air, qui sont des choses qu'on ne peut pas mesurer forcément financièrement. Oui, voilà, là vous parlez équipement, donc je vais me tourner vers Fabrice Lamar pour avoir son sentiment, son impression. Alors vous êtes un peu la voix des fabricants là dans ce débat. Face à ce constat, donc une installation non conforme sur deux, on va dire pour résumer les choses, à la livraison en ventilation, les industriels, comment ils prennent ce sujet à bras le corps, ils évoluent pour que les installations soient plus faciles, pour accompagner l'installation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, au niveau des industriels Uniclimat, il y a quand même eu des évolutions au niveau des produits depuis quelques années. Il y a une réglementation européenne qui s'appelle Ecodesign, qui est en place depuis le 1er janvier 2016. Et d'une part, il y a des évolutions en termes de consommation énergétique, en termes d'ergonomie des matériels de ventilation. Est arrivé un étiquetage énergétique des équipements de ventilation pour la partie résidentielle. Donc maintenant, l'installateur peut voir combien consomme l'équipement de ventilation. Et donc nous, en tant qu'industriel, on participe aux échanges avec toute la filière, notamment au club ventilation. Et on souhaite, on pousse à la réception, comme l'a dit Pierre, pour descendre ce taux de non-conformité de 50 à 60% à un objectif de 20-30 d'ici quelques années. Nous pensons que l'obligation de réception des installations de ventilation, on va passer par là. D'accord. Ok. Et est-ce que le monde de la ventilation, c'est pas trop focalisé sur la performance énergétique et a un peu oublié que son premier rôle, le premier rôle d'une ventilation, c'est d'assurer la qualité de l'air d'un logement. Est-ce qu'on peut pas faire ce constat aujourd'hui ? Effectivement, on a deux réglementations sur le bâtiment qui concernent la ventilation et la thermique. Donc la réglementation aération date de 1982 et a été modifiée en 1983. Donc elle a maintenant 34 ans, 35 ans. La réglementation thermique, elle a évolué depuis les années 70, où on a eu un abaissement des seuils de performance énergétique du bâtiment. Et la réglementation aération, elle n'a pas bougé, c'est un fait. Et donc la ventilation a été mise en valeur. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le soin apporté à la ventilation doit être de plus en plus grand. Et si on a une ventilation qui est mal installée, mal dimensionnée, on le voit tout de suite sur un bâtiment BBC de nos jours. Alors, il faut revoir cet arrêté de 82 rapidement, selon vous, pour qu'on ait des débits qui permettent d'assurer des niveaux de qualité de l'air satisfaisants. Alors, pour les industriels d'Uniclimat, à ce jour, l'objectif majeur est d'avancer sur l'installation et arriver aux débits qui sont demandés par 1982 avant de penser peut-être à une évolution.
même s'il y a un toilettage à faire de cette réglementation, avec les nouvelles ventilations qui sont connectées, avec les évolutions voilà, des matériaux et des matériels, il y a effectivement un toilettage. Mais pour le moment, focalisons le travail sur la réception et la mise en œuvre, le dimensionnement, la ventilation. Oui, je partage tout à fait l'avis de Fabrice, parce que c'est vrai que on a fait des enquêtes avec l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc là c'est pas spécifique à la ventilation, mais on mesure la ventilation et puis tous les polluants dans le logement. Et on s'est rendu compte que quand il y avait une VMC qui était dans les débits conformes à la réglementation, on n'avait pas de gros soucis. Après, on ne peut pas tout demander à une ventilation. Si on se retrouve dans un logement, un F2 avec 6 personnes, des fumeurs, c'est sûr que la ventilation n'est pas dimensionnée pour extraire tous les polluants. Mais globalement, dans un logement standard occupé de manière normale, on va dire, la ventilation, elle fait son travail avec les débits prévus par la réglementation. Donc avant d'aller commencer à modifier, il faut d'abord respecter la réglementation et après on tirera un enseignement. Voilà, des débits s'il faut les augmenter un peu au niveau hygiène. Et je voulais rappeler aussi un problème qui est lié aussi à ces problèmes de ventilation, c'est les moisissures. C'est les problèmes de condensation de surface et les problèmes de moisissure. En France, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps, il y a un avis de l'ANSES qui est sorti aussi. Il y a 15 à 30% des logements en France qui sont atteints par des développements de moisissures. 15%, c'est les moisissures qui sont visibles. Et après, on est capable d'aller aussi détecter des moisissures qui sont en dessous d'un lino, derrière un isolant, ou par l'indice de contamination fongique. Le CSTB fait ça très bien. Et c'est vrai qu'on a jusqu'à 30% des logements français qui sont et c'est directement lié à un problème de ventilation qui est là pour évacuer aussi la vapeur d'eau du métabolisme, du ménage, des douches, etc. Il y a une vapeur d'eau qu'il faut évacuer aussi. Et ça, c'est directement lié. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique. Ouais. Bon, encore faut-il que les ménages fassent le lien entre une moisissure qu'ils voient dans leur salle de bain et la ventilation. Oui, ça, ils n'ont même pas conscience Moi, je les vois ils mettent du Rupson. Question de ventilation, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est là-haut dans les combles. Ils ne savent même pas qu'il est là. Et puis, à un moment donné, ils voient apparaître des moisissures, ils mettent du Rupson, quoi. Bon, ça aussi, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a un système de ventilation et que c'est matériel électrique et qu'il y a une durée de vie limitée comme tout matériel électrique. Alors, là, je pose la question à vous trois, mais selon vous, pour que la ventilation soit plus en quelque sorte la dernière roue du carrosse dans le bâtiment, en tout cas dans la maison, dans le logement, il faut que les ménages prêtent autant d'attention à leur ventilation qu'à leur chauffage, ou il faut que les professionnels changent? C'est de quel côté qu'il faut que ça bouge? Ou des deux en même temps? Moi, je pense. Je vais laisser. Non, moi je pense que les deux sont à voir. Le premier point qu'il faudrait faire, c'est de faire déjà de l'information sur comment fonctionne une bonne ventilation, et pas uniquement la double flux, une bonne ventilation d'un bâtiment. Alors que ça parte non seulement du calcul, de l'entretien, parce que le problème de la ventilation, même si elle est bien dimensionnée, si elle est bien posée, y a des gens, ils ne savent pas qu'il y a des filtres à changer, ils ne savent pas que le réseau il s'encrasse, et on voit des réseaux de ventilation qui ressemblent plus à des conduits d'évacuation sanitaire que autre chose, quoi, tellement ils sont sales. Et les professionnels, moi je vois le gros contre-argument qu'on a tout le temps quand on parle de ventilation double flux, c'est ça coûte trop cher. Alors, effectivement, si on se base uniquement sur le lot ventilation, puisque moi je fais un lot ventilation quand je fais des CCTP bien séparés, sur le lot ventilation, forcément entre une simple flux et une double flux, on ne peut pas comparer. C'est impossible. Par contre, sur la globalité du bâtiment, la double flux va permettre une meilleure qualité de l'air, un traitement de machin, une diminution des puissances des installations de chauffage, et c'est un confort qui est supplémentaire, qu'on ne peut pas forcément, comme je disais tout à l'heure, quantifier financièrement, mais au niveau confort et bien-être et santé des occupants qui va être non négligeable. Donc alors ça peut passer par la formation, mais ça doit passer par la formation des artisans, mais ça doit surtout passer par de l'information. Et c'est aussi le but de Caliventil, c'est d'informer un maximum,
que ce soit les artisans ou le grand public, de la ventilation et de l'intérêt à avoir une bonne ventilation. D'accord. Mais alors je Ouais. donne la parole à Je Fabrice voulais Lamarche. réagir là. Je pense que l'occupant est de plus en plus conscient et veut que son environnement intérieur soit le plus sain possible. On entend parler de pollution de l'air extérieur, voilà, dans tous les journaux. Hein. Pollution de l'air intérieur, c'est un peu moins connu. Et donc je pense que la prise de conscience va se faire par l'occupant, ou se fera de plus en plus par l'occupant, qui voudra un environnement sain et que sa ventilation elle fonctionne, qu'elle soit bien installée et qu'il y mette le prix. Même c'est vrai que les ventilations double flux sont un peu plus chères qu'une ventilation simple flux, mais s'ils veulent filtrer les particules extérieures, bon, bah, il optera sur une ventilation double flux. Voilà, l'occupant doit être doit mettre le prix pour son confort. D'accord. Alors, on constate quand même que le marché de la double flux ne prend pas en France. Donc voilà, est-ce que les particuliers ont pris conscience de la qualité de l'air, de l'importance de la qualité de l'air, mais ne font pas le lien avec la ventilation? Pour eux, la qualité de l'air, c'est un sujet qui concerne autre chose que la ventilation, la pollution des pots d'échappement ou autre. Ou est-ce que les professionnels prescrivent mal aujourd'hui des systèmes de ventilation performants? Bah, il y a une forme de résistance parce que dans l'état d'esprit des personnes, des occupants, en fait, le logement, c'est le refuge. On est à l'abri quand on est chez soi, on est tranquille, voilà, on n'est pas soumis à la pollution. Et puis, donc ça, c'est vrai qu'il y a une résistance, mais quand même, il y a une prise de conscience parce que de plus en plus, la qualité de l'air en intérieur, on en parle énormément. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, c'est pas forcément. Enfin, je ne veux pas faire non plus la promotion aveugle sur le double flux parce que pour moi, elle est adaptée si vraiment en zone climatique, d'un point de vue énergétique, même qualité d'air intérieur. Après, s'il y a comment dire, une problématique particulière de particules, oui, mais sinon, une simple flux qui fonctionne bien, ça peut faire l'affaire en termes de qualité d'air intérieur. Et une double flux, la difficulté, c'est que c'est effectivement, c'est plus complexe, donc il y a plus de risques de problèmes, d'élimination des condensats, des filtres à changer, des gaines qui, dans tous les sens, qui se plient. J'ai vu des installations catastrophiques, quoi. Même à la Maison France 5, j'étais intervenu, il faut tout faire tout joli, mais l'installation a été catastrophique. Catastrophique. Et hop, France 5, on montre tout ça comme si c'était une installation exemplaire. Non, c'est difficile d'avoir une installation double flux, c'est encore plus compliqué. Donc je dirais, vu l'état actuel des connaissances et des installateurs, etc., je préfère partir sur du simple qui permette un débit d'air hygiénique et de garantir une qualité d'air intérieur à peu près correcte, que d'aller sur des installations très complexes sur lesquelles on peut rencontrer plus de problèmes. Après, s'il y a des bons installateurs, une double flux, c'est vrai que c'est formidable, hein, mais bon. Oui, il en existe, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que l'installation double flux est très complexe. C'est comme tout, une installation de chauffage, ça peut paraître très complexe, mais si la personne est qualifiée et formée et elle sait ce qu'elle fait, c'est pas complexe. Les installations de ventilation, le problème à l'heure actuelle que moi je rencontre avec les artisans avec lesquels je travaille, qui ne sont pas formés à la mise en pratique d'une bonne ventilation, c'est qu'en général, ils envoient le plan à leur grossiste qui fait un calcul réglementaire qui est ce qu'il est. Il est bon, il n'est pas bon. Et après, on leur renvoie du matériel sans qu'ils sachent forcément comment ça se met en place, sans avoir eu les bonnes pratiques en disant faut bien mettre les gaines plates, faut éviter les coudes, faut éviter. Mais après, pour revenir sur la difficulté d'une installation de double flux, moi, personnellement, c'est pas du tout compliqué de faire une installation de double flux. C'est passer les mêmes gaines que de la simple flux, parce qu'on parle d'un simple flux, donc si on sait faire de la double flux, déjà on sait forcément faire de la simple flux, vu que c'est le même principe d'aspiration. Après, c'est juste des questions de bonne pratique et c'est comme tout, quoi. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'étanchéité à l'air.
Je suis désolé, mais l'étanchéité à l'air, poser un film ou poser un OSB sur une ossature bois, l'artisan, s'il sait le faire, c'est bien fait. S'il sait pas le faire, c'est pas étanche. C'est pareil dans tous les domaines du bâtiment. Et la ventilation, c'est déjà le parent pauvre parce qu'on a eu beaucoup de très mauvaises publicités au lancement de la double flux. Parce que les installations étaient mal faites, n'étaient pas dimensionnées, et il y a eu une très mauvaise pub parce que forcément, ça ne fonctionnait pas correctement. Ouais, alors aujourd'hui, la majorité des ventilations sont installées par des électriciens. On, on peut imaginer, enfin, on peut constater globalement. Est-ce que la perte de charge, les notions d'aérolique pour un électricien, c'est des choses qu'il maîtrise Pas forcément et pas spécialement. Après, je dis pas qu'un électricien ne sait pas poser une ventilation. Il peut se former, il peut s'intéresser. Moi, quand je me suis lancé il y a quelques temps et que j'ai voulu je mets que de la double flux dans mes projets parce que je suis aussi maître d'œuvre. J'ai été voir des chauffagistes pour leur dire, écoutez, la double flux, maintenant on fait le chauffage sur l'air, on fait plus que du renouvellement d'air, c'est votre domaine. Ils m'ont dit, mais non, je dis, bah si, je dis, les calculs de perte de charge sur un réseau aérolique, que ce soit de l'eau ou de l'air, à part changer quelques valeurs dans les calculs, c'est la même chose. Donc il est censé connaître à l'avance. Ils n'ont pas voulu forcément tous s'intéresser à ça, et donc du coup, maintenant ils se plaignent parce qu'ils disent, ouais, mais c'est l'électricien qui pique notre boulot. Mais c'est eux qui ne l'ont pas voulu il y a quelques années en arrière. Donc après, c'est toujours difficile. Alors, est-ce qu'il faut un métier de ventiliste, selon vous, Fabrice Lamarre? Oui, je pense que c'est une voie à explorer pour responsabiliser et professionnaliser le métier de la ventilation. On doit aller vers un métier spécifique pour la ventilation, la qualité de l'air intérieur, l'aérolique. Et là, je crois qu'il y a eu, c'était la première année où il y avait un CAP qui enseignait de la ventilation, la première année de cette année. Et je pense qu'il faut aussi former dès le plus jeune âge, dès le lycée, et enseigner la ventilation au BTS. Et oui, effectivement, il faut mettre un lot ventilation et responsabiliser les entreprises vers la ventilation. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de formations quand même qui existent sur la ventilation, mais les gens qui les animent disent on a du mal à avoir du monde. Voilà. Alors que pourtant, il semble y avoir des choses à faire quand on fait le constat. Oui, effectivement, nous, on a des industriels qui ont leur propre centre de formation et il s'avère qu'il y a souvent très peu de personnes comparé aux formations sur les pompes à chaleur ou sur les chaudières qui sont à chaque fois pleines. Et voilà, j'espère que un jour elles seront pleines, mais au niveau du CETIAD, de l'ADEME, on pousse pour former de plus en plus. Et c'est vrai que les acteurs ont du mal à se former. Ouais, alors on peut imaginer, c'est ce que disait Monsieur de Roubaix, mais sur l'enveloppe du bâtiment, avant, ça semblait impossible d'atteindre les performances exigées par la RT 2012. Enfin, jusqu'à temps qu'on pose une réglementation qui dise il faudra que l'enveloppe soit étanche de cette manière-là, avec ce niveau-là, personne n'y arrivait. Le jour où on a mis la réglementation, tout le monde a réussi. Donc voilà, Monsieur de Roubaix, votre solution semble... C'est la carotte et le bâton. Pour l'instant, on a toujours essayé avec la carotte. On a fait des guides dans tous les sens. L'ADEME, je ne compte pas tous les guides dans lesquels on a contribué ou qu'on a initié. Et c'est vrai que je pense que il y aura une mesure et un contrôle à la réception, ils vont se mettre en ordre de marche pour que ça passe. Voilà, c'est un peu... en France, c'est comme ça. S'il n'y a pas de gendarme, on ne respecte pas la limitation de vitesse. On peut prendre aussi l'exemple de pays voisins qui imposent la double flux dans les constructions neuves. Avec des contrôles, attention, c'est pas juste on met de la double flux, c'est avec des contrôles de validation des débits, des contrôles d'étanchéité à l'air du réseau, les contrôles de machines, d'entretien, ça se fait. Il y a même des endroits pas très loin où ils imposent même le passif comme norme de construction. Vous voulez parler de la Belgique? Tout à fait. Après, quand on est, moi je suis à Sophia Antipolis, donc je sais pas, un double flux à Sophia Antipolis, d'un point de vue énergétique, avec les frais d'entretien, la surconsommation électrique aussi.
on voit les choses autrement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une solution, quoi. Sur la ventilation, il faut adapter les systèmes de ventilation au climat, au bâtiment. Voilà, je ne ferai pas la promotion systématique de la double flux, quoi. Mais bon, après, ça c'est un Oui, débat non, mais qu'on bien peut- sûr. Mais après, c'est voir. sûr que mettre des doubles flux. Enfin, moi, je fais partie du programme Habiter Mieux, qui est un programme de rénovation nationale. Donc, je suis un bureau d'études qui participe Bien là-dedans. J'essaye de prôner la qualité de l'air en mettant de la double flux un maximum, parce que ça fait partie des économies d'énergie qu'on peut avoir. Il y a certains cas, je la préconise pas, parce que le bâtiment n'est pas prêt à accepter la double flux. Oui, en rénovation, c'est difficile aussi. En rénovation, c'est assez compliqué. Dans du neuf, on impose de l'étanchéité, on impose des performances énergétiques. À ce moment-là, je me dis pourquoi perdre autant d'énergie directement pris de l'intérieur à l'extérieur, quoi. Autant laisser les fenêtres ouvertes, ça revient au même. Et ça coûte moins cher en électricité vu que le ventilo il tourne pas. Mais Ouais, c'est vraiment une question de climat, hein. Mais voilà, en zone H3, le gain, il est pas si. Ouais. Bon, apparemment, on voit les choses autrement Enfin, dans je les sais pas, Vosges. Samar pourra trancher Voilà. peut-être Voilà. en tant qu'industriel, représentant des industriels. Alors, peut-être que vous avez des questions que vous souhaitez poser aux trois intervenants pour qu'on profite de la fin du débat pour. Non, pas de questions dans la salle. Vous avez rien. D'accord. Demandez. c'est qu'on Ouais. a été clair. Alors. Fabrice, Oui, je là. profite d'avoir la parole Ouais. pour faire un peu de promotion sur le stand Les Ateliers de la qualité d'air, où Uniclimat a mis en place un banc de mesure de ventilation qui est disponible toute la semaine, où vous pouvez vous former en fait sur la mesure d'étanchéité à l'air des réseaux et aussi sur la mesure des débits et des pressions selon le protocole Promévent. Donc c'est un protocole qui a été réalisé par le CEREMA et d'autres acteurs et qui est en ligne depuis début 2017. Donc qui est un protocole harmonisé pour le diagnostic des installations de ventilation. Donc vous pouvez vous former toute la semaine sur le stand des ateliers de la qualité d'air. D'accord. Alors, peut-être avant de se quitter, peut-être. Oui. Et monsieur qui avait une question. Oui, bonjour, je suis Patrick Bourrier de l'AFPA, le bureau d'ingénierie. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Bourrier, je suis de l'AFPA, de la direction de l'ingénierie et de la qualité formation. Donc, moi, je me pose une question quand je vois le titre, à quand un métier de ventiliste? Donc, je vous ai bien écouté, je suis bien au courant de pas mal de problèmes. Bon, vous avez parlé surtout autour du logement, mais on retrouve aussi la problématique des ouvrages fonctionnels, qui sont les collèges, les hôpitaux, les crèches, donc la qualité de l'air intérieur. Vous avez évoqué les 30% de sinistres de moisissures qui sont dus, comme vous le savez, à un problème de ventilation. Et ça rejoint à quand le métier de ventiliste. Alors si je fais une petite conclusion, c'est pas une question, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que le métier de ventiliste va émerger, mais quand il y aura une réglementation actualisée, puisque monsieur l'a rappelé, elle date de 83. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je dirais que en tant qu'organisme de formation, nous sommes un petit peu à l'affût sur le sujet pour justement proposer des formations dans ce sens-là, voire même aller plus loin, puisque j'ai eu des contacts avec des professionnels qui sont, eux, sur l'entretien des gaines de ventilation des ouvrages fonctionnels. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, vous en doutez bien, hein, la transmission des bactéries, ça peut passer par la ventilation, etc., etc. Donc, je dirais que c'est un sujet vaste. Et donc, je reviens à ma question, quoi. Est-ce que vous persuadez qu'il faut revoir la réglementation, mais rapidement? Parce que là, les projets de E+, et moins, c'est 2050, quoi. Donc, pour moi, c'est obsolète, quoi. Il faut le revoir avant. Voilà. C'est prévu pour 2018-2019 là. 2018 pour les bâtiments publics. Une réglementation. Hein. Là, il y a un label expérimental et après, Oui. il y aura la réglementation qui sera avant 2020. Hein. C'est 2018-2019. Hein.
Normalement, elle est prévue 2020, là, plus c'est moins. Ouais, Enfin, prévu. un peu avant. Après, enfin bref. voilà. Donc il y aurait peut-être des projets d'incubateurs de formation. En tout cas, côté ADEME, on a Oui. mis en place les plateformes Praxibat. Oui. Voilà, vous connaissez ça. Déjà mis en place partout. Enfin, voilà, voilà, ça c'est déjà l'apprentissage oui. par le geste. Non. Et les deux premières premières matières, on va dire qu'on a lancées, Oui. c'est l'étanchéité à l'air, l'enveloppe, et également la ventilation. Donc c'était les deux premières. Oui, Donc, il y a des justement. plateformes partout en France. On a essayé d'en développer un Justement, maximum. mais bon, malheureusement, ce ne sont que des formations de 2-3 jours, quoi. C'est un peu, c'est pas du tout. À l'heure actuelle, il y a des demandeurs d'emploi. Et je suis persuadé qu'il y a des emplois dans ce sens-là, mais bon, ça doit être des formations qui vont être un petit peu plus longues. Voilà. Bon, j'ai entendu parler de CAP. Il y a peut-être aussi, bon, je suis AFPA, donc c'est des titres professionnels du ministère du Travail. Donc il y a peut-être une piste. Oui. Bon, Ces plateformes existent. Maintenant, elles peuvent être après peut-être utilisées dans des cadres de formation aussi plus longues. Enfin bon. Très bien, ouais. Et ensuite, je voulais vous dire aussi que le fameux protocole Promévent qu'on a réalisé pour l'instant sur le résidentiel, il y a un projet qui a été déposé à l'ADEME là, pour être financé sur Promévent 2 qui est sur le cette fois-ci sur le tertiaire. Oui. Voilà, sur les autres où la problématique est un peu moins forte parce que souvent c'est quand même mieux mis en œuvre. Mais bon, globalement, on va s'intéresser aussi au tertiaire. C'est mieux mis en œuvre et c'est déjà beaucoup plus réglementé que dans le résidentiel. Exactement, oui. Ouais. Puis après, les installations, souvent, c'est les centrales de traitement d'air. Donc, voilà. C'est déjà beaucoup plus réglementé. C'est moins problématique. Le pire, c'est les maisons individuelles. 68% de non-conformité dans le neuf. Oui, non. Là, c'est une catastrophe. Mais ça va, c'est un peu. Donc, on s'en occupe quand même. Monsieur Rosa a évoqué la rénovation du bâtiment également. Je pense que les bâtiments anciens, tertiaires et de bureaux, enfin, les éternels bâtiments qui sont des passoires énergétiques vont être rénovés énergétiquement parlant d'ici 2022. Mais dans ce cadre-là, je pense que la ventilation double flux aura toute sa place. On n'est pas dans du logement, on est dans des grands espaces. Et donc là aussi, ça va très certainement donner lieu à la création, peut-être, enfin l'émergence de nouveaux métiers, quoi. Le ventiliste, c'est un métier qui existe déjà chez nos confrères allemands. Je sais que chez les Allemands, ils ont déjà le métier de ventiliste. Donc la personne vient de l'étude à l'entretien, comme le chauffagiste. Après, à l'heure actuelle, le gros problème pour que le métier émerge, c'est que pour ma part, après vous pourrez peut-être me contredire, mais je ne connais pas d'entreprise qui vivent uniquement de l'installation de ventilation. C'est une branche de leur activité. Alors effectivement, on a toujours le problème de l'immobilisme en France. C'est vrai que tant que la réglementation ne va pas forcément aller vers l'évolution, les artisans vont dire mais je ne vais pas me former, je ne vais pas faire ci. Alors je dis les artisans, pas la majorité, il y en a qui veulent évoluer, qui évoluent, mais c'est vrai qu'en général, s'il n'y a pas, comme tout à l'heure ça a été bien dit, il n'y a pas la carotte et le bâton pour dire il faut faire comme ça, il n'y a pas grand monde qui va prendre les devants en disant ben moi je vais déjà essayer de me mettre en avant que la réglementation arrive. Oui, quelqu'un va intervenir. C'est justement ce que je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vous nous dites. C'est plus un retour d'expérience. Moi, je suis Monsieur Roux. J'ai une société qui fabrique des gaines de ventilation et qui pose des gaines de ventilation. Et ça fait 5-6 ans aujourd'hui qu'on a mis quelque chose en place en termes de qualité de production et en termes de qualité de pose. Donc on a 3 petites machines qui suivent nos poseurs et à chaque fois qu'on pose 1 gramme de gaine, il faut qu'on ait un résultat derrière. Non, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien, j'en suis très content, vraiment, là je fais le malin au micro, mais par contre ça ne me donne aucun avantage, mais alors, vraiment aucun avantage. Non. Les installateurs, il n'y en a pas beaucoup, j'espère, s'en foutent totalement de mes petites histoires, à part s'il y a un problème, effectivement. Où là on me rappelle en me disant, dis donc, le certificat là je pourrais le revoir. Et moi je lui dis que je ne suis pas testeur, je suis fabricant, poseur, et je fais ces tests plus comme un contrôle de qualité, pour voir un peu ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'installateur, là aussi, il y a un gros travail de formation. Parce qu'il m'arrive encore qu'on m'appelle 6 mois après en me disant dis donc, envoie-moi un certificat. Alors que, bon, voilà, tout doit se faire au fur et à mesure de trucs. Donc là, c'est plus un retour d'expérience. Donc on attend ça vraiment. Et même, enfin, je vous dis, on essaie de se mettre un peu en avant, mais j'ai l'impression que le marché ne suit pas forcément aujourd'hui, quoi.
Non, effectivement, je pense qu'il faut responsabiliser les installateurs pour qu'ils aient conscience que leurs installations soient bien posées. Et j'espère peut-être qu'avec l'arrivée des smartphones, avec l'arrivée des contrôles, ça pourra monter en compétences et en qualité. Voilà. Voilà. C'est le but de Caliventil, c'est de faire prendre conscience aux installateurs et aux particuliers que la ventilation, alors comme je disais tout à l'heure, principalement la double flux parce que c'est là où on va aller, mais on a des systèmes en rénovation, en simple flux alternatifs qui sont très performants et qu'on pourrait labelliser aussi parce que les gens peuvent prendre conscience et on se dit à un moment ou à un autre que si le grand public a envie d'avoir des installations de qualité et qui, entre guillemets, impose aux artisans de dire moi je veux une installation de qualité, une bonne installation avec une étude, avec un suivi et un contrôle, l'artisan, s'il veut travailler, il n'aura pas le choix que de continuer, que de se mettre dedans. Alors, on n'est pas encore dans l'obligation de les imposer dans les CCTP. On impose le test d'étanchéité à l'air. Pourquoi on n'imposerait pas un contrôle, ne serait-ce que du réglage de la ventilation, quoi. C'est ce qui semble se dessiner. Ça va venir. C'est ce qui serait, ce qui serait très bien. On se revoit l'année prochaine. Alors peut-être une dernière intervention. Ouais, c'est pas une introduction, c'est juste une petite conclusion. J'ai pu assister à des travaux qui ont été faits dans le cadre de la mise en place de la qualité de l'air intérieur de nouveaux bâtiments, de crèches. Et donc à cette occasion, durant la construction, durant la phase chantier, il a été mis en place de la ventilation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tous les polluants qui peuvent être émis lors de la mise en œuvre vont se retrouver lors de la mise en service immédiatement dans les gaines et puis va tout de suite polluer. Donc la ventilation peut aussi rentrer en compte dans un cadre, dans un contexte bien précis, bien entendu, dans la phase de chantier, réalisation. Ça, c'est un sujet qui est très abordé au club ventilation parce que les problèmes de moisissure, souvent, elles sont liées aussi pendant la phase chantier. Parce que le séchage des chappes, etc., il y a énormément d'humidité et comme il y a les problèmes de vol, de machin, ils ferment tout. Et puis on a encore beaucoup d'eau pour séchage des chappes et du coup ça moisit avant même d'être livré. Donc après, pour rattraper ça, c'est difficile. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Une dernière question, non, ça va ? Ok. Bon, très bien. Merci à tous d'avoir participé. Et merci aux 3 intervenants. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du travail, mais qu'il y a des raisons d'espérer. Voilà. Tout à fait.